Nouveau numéro de votre émission Entretien du jour et ça se passe sur Sika TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Pour ce numéro, nous avons invité sur ce plateau Aboubacar Gomina. Il est ici en tant qu'expert en intelligence économique et stratégique. Il est ici pour nous faire découvrir ce domaine sous tous ses angles. Aboubacar Gomina, bienvenue et merci d'avoir accepté de nous accorder ces 13 minutes d'entretien. Bonsoir madame, merci et bonsoir chers téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Que comprendre par la notion, l'expression intelligence économique? L'intelligence économique doit être comprise comme étant cette discipline-là qui consiste en la maîtrise et en la protection de l'information stratégique pour tout acteur économique. Ça, c'est une définition un peu savante. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui que nous soyons comme acteurs économiques, à savoir l'État, une entreprise, même la société civile, a besoin de certaines informations pour avancer et a des informations qui lui sont fondamentales pour sa survie, dont la perte pourrait lui causer des dommages graves. Donc, au fini, c'est pourquoi, quelle est la finalité de cela? La finalité, c'est de protéger le tissu industriel, c'est d'accroître la richesse pour améliorer l'influence d'un État. Parce que lorsque dans un pays, les entreprises sont en forme, l'État engrange beaucoup d'impôts et tout ça, l'État devient plus puissant pour agir au niveau international. Donc c'est pour dire que l'intelligence économique et stratégique, c'est un domaine un peu vaste. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'État, des entreprises, de la société civile. Exact. Est-ce que cela veut dire que les personnes physiques n'ont pas besoin d'y recourir? Bon, les personnes physiques, généralement, lorsque nous parlons des entreprises, c'est des personnes physiques qui... L'entreprise, c'est une personne morale, mais qui appartient à des personnes physiques en général. Sinon il y a certains aspects auxquels des personnes physiques pourraient recourir. Lesquels? Exemple. Vous êtes à la maison, vous voulez recruter quelqu'un. Et puis, il vous présente son CV. Mais vous êtes tellement occupé, vous n'avez pas le temps d'aller vérifier tout ce qu'il a dans son CV. Vous pouvez recourir à un cabinet d'intelligence économique pour faire ce qu'on appelle le due diligence, qui consiste en fait à le passer au screening, c'est-à-dire à tamiser ce monsieur-là, même à son insu, pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, dans ce qu'il a présenté en tant que comment on appelle, curriculum vitae. Si c'est un curriculum vitae qui a été, excusez-moi le terme, gonfleuse, anabolisant, vous le saurez et comme ça, l'employeur saura qu'il a affaire à quelqu'un de faux. Alors, ça me pousse donc à vous demander de façon globale, quelle est son importance et l'objectif visé par les acteurs qui ont recours à l'intelligence économique? Le recours à l'intelligence économique, c'est d'abord le savoir pour anticiper. Et toute personne veut savoir pour anticiper. Même à titre individuel, ce n'est pas le cas ici, on n'est pas dans un cabinet de filature et tout, c'est pas ça. Mais simplement, même dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire je veux aller dans le couple ou ceci, cela, il n'y a pas celui-là qui ne veut pas savoir ce que son partenaire fait pour ne pas être soumis à de graves surprises. Donc c'est pour dire que toute organisation en a besoin. Parce que l'intelligence économique, c'est la fonction sensorielle. Un peu comme tout organisme a besoin. La fonction sensorielle, c'est quoi? Par exemple, on est ici, maintenant on a les yeux, on voit. On a les oreilles, on entend. On a le nez, on a la bouche, on goûte. On a la peau qui fait, il fait chaud, il ne fait pas froid. Donc, la fonction sensorielle, l'intelligence économique représente la fonction sensorielle. Et toute organisation qui ne se dote pas de fonction sensorielle est soumise à être victime de surprises désagréables. Alors, l'intelligence économique revêt quand même un caractère pluridisciplinaire. À quoi doit-elle ce caractère-là? L'intelligence économique est considérée comme pluridisciplinaire pour la simple raison que nous avons affaire à
nous avons plusieurs types de métiers en intelligence économique. D'abord, nous commençons par ce que nous appelons la veille. La veille information, la veille stratégique. Nous avons les veilleurs, ça dit que c'est des gens, des renifleurs qui vont chercher l'information. Et ça, il faut avoir des compétences en informatique, parce que nous avons la veille sur Internet, nous avons la veille, et lorsqu'il parle d'Internet, c'est à la fois taper sur Google, à la fois, il y a d'autres outils, hein. Nous avons la veille même sur les réseaux sociaux, et tout ça. Au-delà de ça, nous avons la veille par rapport à d'autres sources telles que même le hard, c'est-à-dire les documents, les rapports et tout. Et il y a les sources aussi humaines. Donc, rien que pour cela, on a besoin de certaines compétences. Après la veille, une fois que les informations ont été collectées, il faut les traiter et les analyser. Là, nous avons affaire à des analystes. Et en tant qu'analyste, ça veut dire qu'il faut avoir des compétences, beaucoup de compétences. Lorsque ce dont vous traitez touche au juridique, il faut avoir un aspect juridique là. Lorsque ça touche aux questions de société, sociologue, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que lorsque c'est des affaires économiques, même financières et tout, on a besoin d'analyse financière et tout ça. C'est en cela que l'intelligence économique est absolument pluridisciplinaire. Encore qu'il y a d'autres aspects, hein, au-delà de l'analyse. Nous passons maintenant à l'étape de ce qu'on appelle le knowledge management and cyber security. Donc, ça dit que c'est la gestion des connaissances et la cybersécurité, cyberdéfense. Et là encore, nous avons affaire à des gens qui sont pointus en matière de cybersécurité, de cyberdéfense et d'informatique. Et enfin, nous avons, et même la protection, ce n'est pas seulement le cyber. Il y a aussi empêcher les intrusions. Il y a le volet influence. Et lui, alors là, c'est la clé de voûte de l'intelligence économique, en vérité. Lorsqu'on fait tout le reste et qu'il n'y a pas l'influence qui suit, parce que l'influence, c'est quoi? C'est toutes les techniques pour amener l'autre à agir comme vous le souhaitez et qu'il le fasse de façon délibérée, c'est-à-dire qu'il soit convaincu lui-même que c'est bon pour lui, parfois même de se tirer une balle dans le pied. C'est une caricature que je fais. Donc vous amenez l'autre à accepter que ce qu'il veut faire là, c'est bon pour lui, il le fait sans contrainte. Et les États y recourent, les entreprises y recourent, la société civile y recourt, chacun y recourt. Alors, vous l'avez dit, les États y recourent. On va justement mettre l'accent sur un pays en particulier, le Bénin. Oui. Alors, s'il vous était demandé de faire un état des lieux de l'intelligence économique et stratégique dans ce pays, qu'est-ce que vous nous diriez? L'état des lieux, je dois dire que l'intelligence économique est embryonnaire au Bénin. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est un domaine qui est nouveau. La France elle-même s'est réveillée il y a à peine, disons, dans les années 95. Donc c'est pour dire que c'est un domaine qui est totalement nouveau. Donc au niveau du Bénin, c'est totalement embryonnaire. C'est vrai que, vers la fin 2015, le gouvernement avait pris un décret pour organiser un organisme interministériel de veille et d'analyse économique et financière. C'est juste d'abord sur papier. Nous espérons vivement que l'opérationnalisation va être réelle parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est pluridisciplinaire, c'est plurisectoriel. Et c'est en cela, quand vous voyez, dans ce décret que moi j'ai lu, il y a beaucoup de structures, de divers ministères qui sont impliqués. L'affaires étrangères, c'est normal, la défense, même les services de renseignement, l'INSAE, enfin la Direction générale des politiques de développement, enfin la Direction générale des affaires économiques. Mais on est beaucoup plus à la phase théorique que pratique en réalité. Pour le moment, oui. Même si je sais qu'il y a des acteurs, des responsables qui ont pris conscience de cela. Mais pour le moment, comme on le dit, l'intelligence économique a un coût. Et ce coût-là, pour le moment, cette question n'est pas réglée pour ces acteurs. Alors, quelle perspective pour le Bénin et les organisations de la sous-région en la matière? Pour le Bénin, pour les organisations de la sous-région, je sais qu'au niveau de l'UEMOA, j'avais vu un appel
à candidature pour un poste en intelligence économique. Il y a quelques années. C'est-à-dire qu'au niveau de l'UMOA, les gens ont pris conscience. Bon, je reste au niveau de la CEDEAO. Étant donné que la CEDEAO est au Nigeria, je sais que le Nigeria est un peu en avant, beaucoup plus en avance sur nous dans ce domaine. Donc c'est pour dire que les organisations sous-régionales sont mieux outillées que le Bénin lui-même. Mais il faille maintenant que le Bénin vraiment se réveille, qu'il prenne le taureau par les cornes et vraiment qu'il accélère pour se mettre au pas. Quelles sont les limites de l'intelligence économique? Parce qu'il doit y en avoir, je suppose. Absolument, oui. Vous savez, je dois dire même les limites et les risques. D'accord. Il y a l'intelligence économique. L'intelligence économique, ce n'est pas la panacée. Il n'est pas question de dire ici, OK, l'intelligence économique, dès qu'on va l'installer, tout sera parfait au Bénin et l'économie, paf, ça va être une croissance à 2 chiffres. Non, ce n'est pas le cas. Secondo, c'est que par rapport aux activités de veille et de collecte d'informations, il faut faire attention pour ne pas poser des actes qui sont borderline vis-à-vis. Quand il parle de borderline, c'est un peu comme dit le préfet de Boula, il parle de la ligne rouge, évidemment. Il ne faut pas franchir la ligne rouge pour rentrer dans le domaine des services secrets. Ouais, les services secrets, ils peuvent poser des actes un peu, entre griffes, que j'appellerais, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. L'essentiel, c'est, évidemment, ils veulent ce qui est secret. Mais ici, nous travaillons sur les sources ouvertes. Nous travaillons sur les sources ouvertes. Et donc, évidemment, quand il parle de sources ouvertes, nous travaillons aussi par rapport aux sources humaines. Et les sources humaines, tantôt, vous êtes obligés d'utiliser les failles humaines pour obtenir l'information. Un peu comme ce qu'on appelle le social engineering. L'ingénierie sociale, quelqu'un vous appelle, Yves, oui, je suis tel, bon, et vous amène, il vous tire le verre du nez pour vous donner des informations concernant votre entreprise sans même vous en rendre compte. Bref, il y a diverses techniques par rapport à cela. Donc, il faut d'éviter cela. Deuxièmement, par rapport à la protection, c'est de ne pas aller à la paranoïa. Parce qu'il y a tellement de gadgets aujourd'hui que tout de suite, lorsqu'un spécialiste est là, il commence par se dire, attention, ceci c'est quoi? Il cherche à vérifier, ça c'est quoi, est-ce que ceci c'est pas ça? Et même quand il y a une information, même moi quand je suis les informations à la télé, tout de suite je dis non, je ne prends pas ça. Je mets ça en parenthèse, je passe ça à la grille d'analyse avant de le prononcer. Et le troisième aspect, c'est dans la veille, le risque d'infobésité. L'infobésité, en fait, c'est quoi? Ça dit que c'est l'information, ça dit que c'est tellement d'informations collectées que finalement, en excès, qu'on devient inefficace. Ok, merci beaucoup Aboubacar Gominan. Je le rappelle, vous êtes sur ce plateau en tant qu'expert en intelligence économique et stratégique. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On se dit à très bientôt. Merci madame et merci aux téléspectateurs. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro de votre émission Entretien du jour. On se dit à très vite.